c'est Mélisse en mélo, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui n'est ni un vlog, ni une présentation, un peu entre les deux, c'est une tenue de vlog. Ma journée vient de se finir, j'ai terminé un livre aujourd'hui, et comme j'en ai déjà terminé un la semaine dernière, ou il y a 2 semaines peut-être déjà, et ben je voulais vous en parler. Et comme ça, je vais pas perdre le fil. Et je vais pas juste vous parler de ces livres-là dans cette vidéo, je pense. Et du coup, je vous reprendrai quand j'aurai fini peut-être d'autres livres plus tard. Donc on va parler lecture, on va parler impression de lecture. Je sais pas du tout à quoi ça ressemblera à la fin. C'est vraiment un test. Voilà. J'ai quand même fait l'effort de me mettre sur mon fauteuil pour vous offrir un fond un petit peu plus cosy que quand je vous parle assise au bureau ou n'importe où sur mon canapé et que vous avez un fond dégueulasse derrière. Le livre que je viens de terminer, c'est... je vais vérifier le titre pour pas me planter. C'est un livre audio que j'ai écouté. Je pense que pour vous projeter un peu dans... Pour vous projeter un peu dans cette lecture dont je vais vous parler, il faut que je vous donne un élément de contexte qui est que j'écoute beaucoup d'audio parce que ça me permet, comme pour tout le monde, d'avoir les mains libres et de faire autre chose pendant ce temps-là. Du ménage, du pliage, du rangement, du linge, de la cuisine, voilà. Et là, si vous avez suivi les vlogs, vous savez que mon objectif c'est de vider ma pile à lire. Papier en premier, donc les 39 livres que j'ai emmenés en papier ici, parmi les livres que j'ai pas amenés, donc qui sont dans ma palle papier mais que j'ai laissé en France, j'ai essayé de les récupérer le plus possible en e-book et sur Audible. Et donc j'étais en train de lire Le Choix des Ombres, donc c'est le tome 2 de La Voix des Ombres de Brent Wicks, L'Ange de la Nuit, le tome 1, je l'ai lu il y a de nombreuses années, j'étais en prépa. Bah, ça va bientôt faire 10 ans. J'en gardais un très bon souvenir, je pense que c'était une de mes premières lectures de fantasy vraiment adulte, de la high... Est-ce que c'est de la high fantasy? Moi je pense pas, mais en tout cas c'est de la dark fantasy. Donc quelque chose d'assez sombre, d'assez trash, d'assez dur. J'en avais gardé ce souvenir-là. Et j'avais trouvé le tome 2 et je l'avais emprunté à l'époque, et aux Imaginales j'avais réussi à trouver la trilogie dans un arbre à livres. Je savais qu'il fallait que je me lance dans cette lecture, et au même moment où je suis arrivée ici, c'est-à-dire vraiment après que j'ai fait mes cartons, tout ça, j'ai vu qu'il était en audio, donc j'ai décidé de me lancer en audio. Et ça, c'est pas le livre dont je vous parlais, donc ça commence très mal déjà pour éviter le blabla. Ça, c'est le livre que j'ai plus ou moins abandonné, je sais pas trop. Parce que un des gros problèmes que j'ai avec cette lecture, et je pense que je n'avais pas l'œil là-dessus quand j'étais plus jeune, ou alors c'était moins présent parce que les protagonistes étaient plus jeunes aussi, pas tous mais en partie. Chester était obligé de venir. C'est la description du corps des femmes. Et je pense que c'est le gros point noir pour moi. J'ai dépassé la moitié. C'est pas à toutes les pages, mais souvent dès qu'il y a l'introduction d'un nouveau protagoniste féminin, c'est par ses attraits physiques qu'elle est décrite. Alors il n'y a pas que ça, il y a le reste aussi, mais surtout ses attraits physiques, ou le fait qu'elle est quelconque. D'ailleurs ça revient assez souvent, une femme d'aspect quelconque. Bah oui bien sûr, et quand c'est un homme, on ne décrit pas quelconque. On décrit son âge, même si c'est un ivrogne ou quoi, il y a autre chose à dire que quelconque. Donc voilà, le traitement de la femme dans ce roman-là me déplaît, le traitement de la femme dénudée en particulier. C'est fatigant et lassant. Je rajouterai à ça 2 choses, c'est que le personnage, enfin le narrateur du coup, parce que je l'ai commencé en audio, le narrateur a une voix absolument insupportable. Je pensais que ça le ferait quand j'ai écouté l'extrait, mais en fait non. Donc c'est pas non plus aussi horrible que les 12 rois, les 12 je sais plus de Characaille, où là c'était, franchement je me suis forcée. Heureusement que je faisais beaucoup de voitures, mais là je fais plus de voitures et c'est dur. Et l'autre truc, c'est que j'ai relevé c'est pas des incohérences, les personnages sont vraiment stupides parfois, et voilà, et ça m'agace. Donc cette lecture,
Je l'ai en papier quelque part là. Donc je l'ai retrouvé en papier parce que dans l'idée, si je peux le passer en diagonale, parce que j'ai vraiment envie de savoir la fin malgré tout, je pense pas que je lirai le 3e tome, hein. Mais voilà, j'ai envie de connaître quand même la fin de celui-ci. Donc l'idée c'est de le passer en diagonale. Là en audio je l'ai passé en x2, donc il me reste genre 3 heures d'écoute. Il y a des chapitres que je passe vraiment en accéléré. Parfois je lis 2-3 mots en diagonale sur une page là-dessus et j'essaie d'avancer comme ça. Mais du coup j'avais besoin de quelque chose de plus reposant, de plus stable, de plus chouette. Et dans mon abonnement il y avait la bibliothèque des rêves. Attendez. C'est là que j'ai besoin de mon téléphone. J'ai donc pris la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama sur Audible, puisque ça faisait partie de l'offre en fait, donc j'avais pas besoin d'un crédit pour l'avoir. Et je l'avais dans ma bibliothèque d'e-book suite à l'OP de l'été. C'est de cette lecture dont je vais vous parler. Tout ça pour ça. Ce que je ne savais pas quand j'ai pris cet e-book, alors pourquoi je l'ai pris au-delà du fait que c'est pas très cher, c'est parce que j'ai assez peu de littérature japonaise ou de littérature asiatique en règle générale dans ma bibliothèque, et que les rares fois où j'ai été amenée à en lire, j'ai passé de bons moments. Et le titre, comme souvent sur ce genre d'ouvrage, a un côté assez onirique qui fait envie. Ce que je ne savais pas donc au moment où je l'ai acheté, c'est que en fait c'est un recueil de nouvelles avec un fil rouge au même titre que au prochain arrêt. Et si j'ai bien compris, au même titre que Tant que le café est encore chaud, qui me tentait bien aussi. Donc c'est peut-être à la mode en ce moment, mais voilà, on est sur un recueil de 5 ou 6 nouvelles, je crois, peut-être 6, dans lesquelles il y a un fil rouge, un fil conducteur. Là c'est sous la forme d'un lieu, on va dire du coup, mais c'est plutôt le personnage, donc la bibliothécaire, qui revient de façon récurrente dans chacune des nouvelles, de façon plus ou moins prononcée, parce qu'il y a certaines nouvelles où elle est un peu plus présente que dans d'autres, on la voit apparaître qu'une ou deux fois. Tous les personnages en fait vont s'entrecroiser. Moi c'est le genre de petites choses que j'apprécie beaucoup. Concernant les nouvelles en elles-mêmes, on va suivre du coup 5 ou 6, j'ai oublié le nombre exact, de personnages qui sont tous à un stade de leur vie très différent, dans des conditions très différentes, et qui ont un point commun tout de même, c'est de s'être un peu perdu en fait, d'avoir perdu de vue la chose qui leur importait vraiment dans la vie à un moment où ils étaient peut-être plus jeunes. Pourtant on suit par exemple aussi une étudiante, hein, donc vraiment de tout âge, je crois qu'il y a 20, 30, 65, 40 ans. Forcément je les ai pas tous appréciés pareil, et d'ailleurs la première c'était pas honnêtement c'était pas le plus accrocheur pour moi, mais j'ai poursuivi parce que c'est une petite lecture de 6 heures, c'est tout doux. Et je trouve que d'une certaine façon c'est assez apaisant parce que ça amène à s'interroger aussi sur notre vie, sur le moment où on est dans notre vie, et nous aussi peut-être à revenir, pas revenir à l'essentiel, mais essayer de se rappeler ce pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce que l'on aimerait, quel était finalement ce rêve secret que l'on aimerait poursuivre à partir de là où on en est. Je trouve que la morale de chacune de ces nouvelles, la morale globale du recueil est assez belle. Maintenant j'ai un bémol que j'ai moyen apprécié, c'est la représentation de la bibliothécaire. Elle est décrite de 6 façons différentes, du coup c'est ça qui est intéressant, mais plusieurs fois il y a quand même eu des propos que moi j'ai trouvé grossophobes. Alors est-ce que c'est... Enfin comme c'est pas récurrent pour les 6 personnages, c'est sûrement trait à certains personnages, mais j'aurais peut-être amené les choses différemment. Voilà, je trouve. Maintenant, tout le reste était très chouette. Voilà, je l'ai fini à l'instant là, donc c'est encore assez frais pour que je vous en parle. Le schéma de chacune des nouvelles est assez répétitif, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une personne qui est décrite, donc c'est d'un point de vue interne,
Donc voilà, machin, 30 ans, se sent un peu seul dans sa vie, ne sait pas trop ce qu'il faisait, puis quand il était plus jeune, il faisait ci, il faisait ça, et puis son rêve c'était ça. Et puis il y a ce point récurrent de la bibliothécaire qui pose toujours la même question. La voix de la bibliothécaire était très chouette, je trouve. La voix de la narratrice m'a pas convaincue, notamment pour les personnages masculins, mais je trouvais qu'elle se rapprochait un petit peu de la narratrice qui a lu Du thé pour les fantômes. Donc, ma foi, plutôt positif. Voilà, donc les livres au cœur de ce recueil, la bibliothèque au cœur de ce recueil, les personnages qui se croisent, qui se recroisent, quelque chose de doux et quelque chose de vraiment optimiste et positif. Et je pense que j'en avais vraiment besoin parce que, et ça me permet de faire le lien avec l'autre nouvelle que j'ai lue plus tôt dans le mois et qui là m'a complètement désarçonnée et qui n'est pas tombée au bon moment pour moi. Je pense que j'étais vraiment pas dans un moment où j'aurais dû dire ça, mais moi-même je savais pas, mais psychologiquement j'étais pas bien. C'était complètement passager, je vais très bien. Je sais pourquoi ça allait pas, donc vraiment il n'y a aucune question à se poser. Mais du coup, quand j'ai lu ce roman qui pourtant, enfin cette nouvelle qui pourtant était présentée comme quelque chose de très optimiste, de très doux, qui a fait tellement de bruit sur YouTube et sur Instagram, donc maintenant vous savez de quoi je vais vous parler. C'est pas que je suis passée à côté, mais moi ça m'a pas du tout fait, ça m'a pas procuré l'effet que j'étais allée chercher. Donc je vous parle de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Donc c'est le tome 1 de la duologie des moines et des robots, je crois, quelque chose comme ça. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est une personne qui est moine, qui s'appelle Frère Dex et dont l'objectif dans la vie, son aspiration dans la vie ne correspond plus à son activité actuelle de moine. Je ne sais plus exactement, moine des jardins, je crois, qu'elle faisait. Et donc, Yel est en quête de son épanouissement. Et Yel décide de changer complètement de métier, de changer de voie totalement. Cette toute première partie de la nouvelle va nous permettre de vraiment découvrir le fonctionnement du monde, en tout cas de la façon la plus creusée, puisque ça ne sera pas expliqué davantage sur comment fonctionne cette société utopiste, comment fonctionne le troc, les échanges, la politique. J'ai été un peu... je suis restée un peu sur ma faim concernant ces éléments-là, puisque Becky Chambers nous emmène dans un monde effectivement très optimiste et très positif suite à une grande transition, je sais plus comment ça s'appelle. On comprend que dans le passé, les machines se sont, enfin, pas rebellées, mais ont décidé qu'elles partaient. Voilà, on arrête de travailler pour les humains. Il y a eu une grosse prise de conscience positive de la part des humains qui ont décidé du coup qu'effectivement c'était de l'esclavagisme et donc de ne plus se servir des machines. Moi j'aurais aimé bien sûr avoir la genèse de tout ça pour comprendre de quelle machine on parle exactement, puisque finalement les humains utilisent toujours des ordinateurs visiblement. J'aurais aimé en savoir plus. C'est un mélange très positif entre un peu de technologie, beaucoup d'écologie. Et j'ai trouvé ça très beau, très chouette, mais ça a réveillé en moi mon éco-anxiété en fait, que oui j'ai, comme beaucoup de gens à notre époque je pense, je suis pas la seule. Je pense que oui, j'étais à un moment fragile, du coup c'était peut-être pas le meilleur moment pour lire ce livre. Normalement c'est plutôt quelque chose qui est censé vous rassurer et vous dire que voilà, il y a encore moyen de sauver des choses, de trouver un équilibre, de faire de belles choses pour le futur et pour notre planète. Mais je sais pas, moi au moment où je l'ai lu, ça m'a vraiment angoissée plus qu'autre chose, parce que je me suis dit c'est trop beau pour être vrai, et malheureusement j'ai pas autant d'optimisme par rapport à la nature humaine et à ce qui pourrait être fait
dans le cadre de l'écologie et de la technologie. Ça c'est vraiment la mise en place, et ce que je regrette dans cette lecture du coup c'est que, après c'est une nouvelle, l'autrice pouvait pas creuser davantage, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un panthéon mythologique assez intéressant. Le monde a l'air absolument passionnant et j'imagine que pour elle tout est très très clair. J'aurais aimé en savoir plus. Voilà, donc je suis restée sur ma faim à ce niveau-là, en plus d'être du coup pas très très bien. Et en fait je pense que cette nouvelle c'est un peu un conte philosophique, puisque notre ami Frère Dex va à nouveau décider de tout plaquer. Et cette fois va s'aventurer sur des chemins sur lesquels les humains ne sont plus censés aller, et il va faire la rencontre d'un robot, d'où le titre. Et là s'ensuit énormément de discussions passionnantes entre le moine et le robot, de tout type, sur tout plein de sujets. Et à chaque fois c'était très intéressant. Mais je dirais que la conclusion, qui était finalement de savoir, pour Frère Dex, de trouver sa façon de s'épanouir, m'a plongée dans une très très grande perplexité et beaucoup d'inquiétude et beaucoup de remise en question par rapport à mon propre parcours. Et c'est pareil, je pense que c'est lié beaucoup au moment où je l'ai lu, mais je suis vraiment ressortie de cette lecture bouleversée et pas bien. Et ça a duré plusieurs jours. Voilà, donc c'est une lecture que je vous recommande parce que je l'ai fait en lecture commune avec le club sous la colline de Pico Books. Donc c'est une lecture que je vous recommande parce que forcément j'ai lu les avis des autres lecteurs de la LC et c'était très intéressant. Moi j'ai pas réussi à le lire pareil, mais c'est une lecture très courte, c'est une lecture qui aborde beaucoup de thématiques super intéressantes et qui encore une fois est censée apporter de l'optimisme et quelque chose de très positif. Je vous la recommande. Voilà, alors peut-être pas aussi chaleureusement et avec autant d'emphase que tout ce que vous avez pu voir passer par rapport à cette lecture précédemment, mais je trouve que c'est sympa à faire comme lecture, c'est rapide et ça amène là aussi des interrogations. Ça fait déjà un sacré paquet de temps que je vous parle, donc peut-être qu'en fait cette vidéo va s'arrêter là. Je ne sais pas. En tout cas, en ce qui concerne ma lecture de The Castle of Tangled Magic, je pensais vraiment avancer beaucoup plus vite. Sans surprise, n'est-ce pas? Je n'ai pas accordé beaucoup de temps à cette lecture ces derniers jours, donc c'est entièrement ma faute. Pourtant, bien sûr que ça se lit très vite, puisque c'est un livre pour enfants. J'ai lu un bon quart, voilà, c'est sympa, l'univers est Nîmes. Maintenant, c'est pas... ça me marque moins que l'univers de la même autrice qui était dans The House with Chicken Legs, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, faut juste que je me remette bien dedans. Et enfin, dernière lecture et pas des moindres, puisque on avance dans notre lecture commune de l'Assassin Royal. On est à un passage tout à fait passionnant, puisque on découvre enfin la forme de magie de cet univers qui s'appelle l'art. On est à 62%. J'ai très 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 hâte de lire la suite. Je vous avoue, si je l'avais lu seule, je pense que je l'aurais dézingué, très clairement. C'est pas une mauvaise chose de le lire en LC, parce que du coup ça me permet d'avoir mon petit moment, ma petite bulle de bonheur, un peu tous les matins. Vous voyez, c'est mon truc au réveil, c'est pas moi qui gère ma fille, donc j'ai une demi-heure, 40 minutes pendant laquelle je lis mon chapitre de l'Assassin Royal. Et voilà, on passe un chouette moment avec les filles. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette fois. Est-ce que oui, il y aura une suite à cette vidéo ou pas? Je ne sais pas. Hello, je vous reprends dans ce vlog présentation. On ne sait pas trop. Je pense que je le mettrai au bout de l'autre. Je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Mais bon, comme je vous évoquais ma lecture de Le choix des ombres la dernière fois que je prenais la caméra, je voulais vous dire que j'ai abandonné en fait. Je crois qu'en audio il me reste un truc genre 2 ou 3 heures à lire. En papier il me reste peut-être, ça équivaut à peut-être une centaine de pages, quelque chose comme ça.
sur 700. Et j'ai abandonné parce que je suis tombée sur une nouvelle scène extrêmement pathétique, pitoyable, de 2 ados chatouillés par leurs hormones, dont notre héros qui passe son temps à regarder les fesses, la poitrine de sa camarade alors qu'ils sont en mission d'infiltration. J'en ai parlé sur Insta, ça me gave. En fait, c'est pas la première scène comme ça. En fait, ça aurait été la première, j'aurais levé les yeux au ciel, je serais mec, c'est vraiment nul et ça aurait été un gros point négatif. Mais là, c'est clairement pas la première fois, ça commence à me gaver en fait, ce male gaze permanent. Je sais pas comment c'était dans le premier tome, je ne me souviens pas. Je l'ai lu il y a 10 ans, mais là en tout cas, c'est plus possible quoi. Voilà. On rajoute à ça un narrateur qui est super relou, des personnages qui sont super clichés. Ça a eu raison de ma patience et de ma ténacité parce que je me suis quand même beaucoup accrochée. D'ailleurs sur le livre addict, je l'ai mis que je l'avais lu parce que je considère que quand on arrive à 6/7e d'un roman, on peut dire qu'on l'a terminé parce que j'y ai passé tellement de temps que faut bien que ce soit au moins valorisé d'une certaine façon, autant que ça le soit dans les stats. Il est passé par mon super barème que je vous ai présenté en vidéo et il s'en sort avec un 8 sur 20. Est-ce que sur le coup de la colère je l'aurais mis moins, je l'aurais mis 4 probablement. Est-ce qu'au début où j'étais contente de comprendre où j'en étais, est-ce qu'il s'en serait sorti avec 10? Peut-être, c'est pour ça que j'aime bien ce barème, c'est vraiment le fait que ça soit pas trop dépendant de mon état d'esprit au moment où je décide de faire le barème. Voilà. Voilà pourquoi c'était important pour moi. Il faut que je réponde à vos commentaires sur cette vidéo et j'ai vu notamment quelqu'un qui me disait, merci d'ailleurs pour tous vos commentaires, ça me fait super plaisir, quelqu'un qui me disait d'ailleurs, pas qu'une personne d'ailleurs, qui me disait que le côté émotionnel, enfin l'émotion qui se dégage de la lecture est important selon vous, et je suis d'accord, c'est important, mais justement j'ai fait ce barème pour me couper et être plus objective après une lecture que ce que me dictent mes émotions. Mais je suis d'accord que ça pourrait être ajouté au barème. Voilà, peut-être pas à part égale avec tout le reste, mais il pourrait y avoir une majoration ou une minoration en fonction de l'état d'esprit. Maintenant, encore une fois, c'est ce que je disais par rapport à Spells of Power, je l'aurais terminé, il s'en serait sorti avec une meilleure note sur 20 que ce que objectivement il me reste de cette lecture, et donc la façon dont j'ai envie de le partager. Bref, c'était ce que je voulais vous dire sur le choix des ombres. J'en profite pour vous dire que j'ai commencé et terminé, parce que je pense que je vous en avais pas parlé dans l'autre vidéo, Le Sentier des Astres, le tome 2, Shakti, de Stéphane Plateau. Vous avez peut-être suivi ma lecture du tome 1 il y a 2-3 ans peut-être, qui avait été une bonne lecture, mais finalement j'avais mis beaucoup de temps à déterminer justement comment je me sentais vis-à-vis de cette lecture. C'est-à-dire qu'en soi, les personnages étaient bons, l'histoire était bonne, l'intrigue était bonne, la plume est incroyable, le rythme, c'est un rythme qui prend son temps. C'est-à-dire que j'ai rien à lui reprocher en tant que tel, parce que j'aime bien certains livres dont le rythme est lent, mais là c'était, je sais pas, il y avait un truc qui le faisait pas pour moi, sauf à la fin où là j'avais vraiment commencé à accrocher. En fait, on était sur 2 histoires parallèles, l'histoire d'une expédition, je vous dis ça parce que c'est important pour le tome 2 du coup, l'histoire d'une expédition qui part à la recherche du roi Dizor en remontant un fleuve, et sur ce fleuve, il découvre un homme qu'il repêche et qui est en fait blessé. Ils vont en prendre soin, le soigner, et le conteur, qui est barde du coup, va à la fois raconter donc l'expédition, comment elle a commencé, vers où elle va, ce qu'elle recherche, et en même temps il interroge Manesh, donc le protagoniste en face, qui lui va raconter son histoire depuis sa tendre enfance à comment il est arrivé sur cette berge de fleuve. Et en fait les chapitres vont s'entrecroiser et on va à la fois avancer dans le présent sur ce fleuve et cette expédition et tout ce qui se passe,
et à la fois avancer dans l'histoire de Manèche qui se passe bien avant et qui finit par entrecroiser celle-ci. Et en fait, je sais pas, il y avait un truc avec le rythme, et pourtant les deux histoires en soi étaient super intéressantes, mais il y avait un truc qui allait pas. Et là, je me souviens qu'à la fin du tome 1, on était vraiment sur un cliffhanger, quelque chose de... Ça s'était accéléré très brusquement. Les personnages étaient dans une situation extrêmement compliquée. Et donc, le tome 2, on va reprendre à cet endroit-là, et je pense que pendant un bon tiers du roman, on va être que dans cette suite de l'expédition. Et ensuite, on va à nouveau se poser donc sur quelque chose de plus calme, un peu comme la remontée du fleuve dans le premier tome, quelque chose de très très calme, dans lequel on va alterner le présent de l'expédition et le passé d'un des membres de l'expédition, donc Shakti, hein, c'est le nom du livre. Pour le coup, heureusement que l'histoire de Shakti est très prenante et très mouvementée, je trouve davantage que celle de Manèche, parce que sinon je pense que je serais un peu retombée dans ce mode où on attend et ça avance pas trop, parce que pour le coup, l'expédition elle est assez statique dans cette deuxième partie de roman. Et sur la fin, à nouveau, on est sur quelque chose où le présent reprend complètement la place. Shakti, je vous avoue, je suis un peu... j'aurais aimé en savoir plus. Autant Manèche, si vous voulez, on termine. On a vraiment l'histoire complète de Manèche jusqu'à comment est-ce qu'il est arrivé à cet endroit-là. Shakti, non. On sait pas tout. Je pense qu'il manque peut-être pas encore la moitié de sa vie, mais il manque une bonne partie, je pense, et j'ai hâte de la découvrir dans le troisième tome qui s'appelle Meijo, qui est un personnage qu'on a rencontré à travers le dit de Shakti. Mais voilà, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, que j'ai pas encore fait passer par mon barème, donc je saurais pas vous dire comment on va s'en sortir cette lecture. Le rythme m'a du coup beaucoup moins freiné que celle du premier tome, je l'ai bouffé, je l'ai écouté, c'est peut-être ça aussi la différence, ou alors c'était juste une question de mood, mais j'étais vraiment bien à fond dedans. Je crois que je l'ai lu en 4 jours, je crois, quelque chose comme ça. J'ai trouvé que c'était passionnant, la plume de Stéphane Plateau est vraiment excellente. C'est vraiment une narration de conteur en fait, et on rajoute à ça toute la partie univers qui tient beaucoup, je dirais, de alors la partie sur chaque... Il y a beaucoup de coloration ésotérique et chamanique, je trouve. C'est super intéressant ce qu'il a réussi à créer au niveau des créatures, des dieux, des solaires, des méchants. Ça reste nébuleux, je suis toujours un peu de mal à comprendre qui sont les Nandous notamment. Concernant l'intrigue centrée autour de Shakti, je vous avoue que je m'attendais un peu à ce que j'ai découvert. Si vous voulez, dans la façon dont est tourné le récit, je m'attendais à ce que j'ai lu, j'ai pas bondi, j'ai pas eu une grosse surprise. Il y a un truc dans lequel il est très très fort, Stéphane Plateau, c'est vraiment la description des ambiances et de l'aspect très onirique des choses, parce qu'il y a énormément de passages qui ont trait aux esprits et au monde des esprits. Et je trouve qu'il arrive extrêmement bien à rendre le côté très flou du passage de ce voile d'un monde à l'autre. Je trouve que c'est très très bien joué de sa part. Concernant la magie, je peux difficilement vous dire plus que ce que je vous ai dit par rapport au chamanisme et à l'ésotérisme, parce que on découvre une autre magie avec le barde, qui est la magie des chants, que j'ai trouvé géniale. Mais c'est des choses qui paraissent toutes tellement différentes et en même temps tellement proches, par cet aspect esprit et croyance, je dirais. Voilà, les croyances sont pas toutes les mêmes, mais dans le fond, la magie est là, vous voyez. Donc voilà, j'ai passé un super moment avec cette lecture. C'était exactement ce qu'il me fallait au moment où il me le fallait, donc je suis contente de l'avoir sorti à ce moment-là, et je compte lire le troisième tome assez rapidement, puisque c'est une des lectures que j'ai mis pour moi de la fantasy, même si ce sera pas mon premier audio, donc ça dépendra de la vitesse à laquelle je lis le premier. Et ensuite, concernant ma lecture de The Castle of Tangled Magic de Sophie Anderson, j'y suis encore. J'ai presque terminé, il me reste 120 pages. Je vous avoue que mon objectif c'est de le terminer avant la fin du mois d'avril, donc avant
demain soir. Mais j'ai bien avancé, il me reste 120 pages, donc je pense que c'est jouable si je m'y mets maintenant. C'est un jeunesse assez sympathique. Maintenant, je sais que je l'ai pas lu dans les meilleures conditions. Je pense que j'étais sur trop de choses à la fois. Je l'ai lu de façon trop hachée pour vraiment me rentrer dans ce monde qui, ma foi, est assez sympa. Mais j'apprécie moins que The House with Chicken Legs, qui est le premier que j'ai lu de l'autrice et qui était plus à mon goût. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va juste dire que c'est une vidéo, ce format que je ne sais pas nommer. Va falloir que je trouve un mot pour ça. Hein. J'espère que vous allez bien. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour avoir vos avis sur ces différentes lectures. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.